présidentielle de 2026, quelle offre des politiques congolais à la société congolaise ou à la République? Il faut dire quelle attente des Congolais vis-à-vis de ces futurs candidats qui commencent déjà à s'annoncer. En passant une thématique aussi importante que je vais aborder ici avec Constant Barapeya et Guy Benoît de Victor et M. Aurélien qui nous revient ici, Aurélien Briand. Aurélien, bonjour. Bonjour, Mick. Merci, cher frère, de ton retour. On t'a connu débatteur dans ce pays, mais qu'est-ce qui explique ce silence? Non, je pense avoir été présent par l'absence de ma présence. C'est fait que mon connu n'a pas été vu, mais mon connaisseur est resté dans le débat politique tout ce temps. Voilà. La santé, ça va? Ça marche, merci. Merci. Le docteur Peya et le tonus pour ce débat. Merci beaucoup de m'avoir invité, mon estimé frère, État de temps moderne. J'en profite de ce micro pour saluer des millions de téléspectateurs de l'émission Marc de Bazar. Parce que depuis un moment, je n'étais pas sur le plateau et les questions se posaient dans la rue, les compatriotes se demandaient qu'est-ce qui ne va pas. Bon, maintenant je reviens, donc j'espère qu'on sera dans de bonnes dispositions pour bien édifier nos compatriotes. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Guy Benoît de Victor, toujours au top. Hier, on vous a suivi chez le confrère. Le point. Un bon point? Non, ça va. Je crois que ça va. C'est bon pour le moral. Voilà. Merci, téléspectateurs, chers téléspectateurs, il faut le dire comme ça, fidèles de Marc Le Bazar. Nous sommes très reconnaissants à votre participation à distance, bien sûr, à vos suggestions, à vos conseils surtout. Nous savons que vous êtes des milliers à nous suivre ici au Congo-Brazzaville, surtout au niveau de la diaspora. Nous tenons compte de vos préoccupations. Cette thématique, il faut le dire, vient de vos inspirations. Alors, pour tout commencer, nous allons dire que tout l'intérêt de cette question porte sur, il faut dire, l'avenir du pays. Parce qu'à chaque élection, avant chaque élection, il est du droit des intellectuels, pourquoi pas de la presse, d'essayer de porter déjà un regard sur là où nous allons, les comportements des politiques, les comportements des populations, parce que l'idéal serait d'aller vers une élection apaisée, comme aiment dire, en tout cas, les politiques. Pour tout commencer, chers invités, nous avons une remarque à faire ici, un constat d'ailleurs. Alors, c'est des Congolais qui nous ont envoyé ces notes. Nous avons près de 16. Alors, depuis l'arrivée à la tête de la police par le nouveau commandement, que nous savons bien, nous avons vu la première sortie. C'était une sortie très pédagogique du patron actuel de la police. Cette sortie consistait à interpeller les policiers, le corps de la police, sur des mauvais comportements. Ce jour, je me souviens bien, le patron de la police avait interpellé, permettez le terme, il avait fait lever un commissaire de police ici. Il annonçait déjà les couleurs pour dire il y a un travail de réforme qui se fait au sein de la police, il y a un travail pédagogique qui se fait. Ce qu'on disait, il disait il faut une police du peuple. Et il disait, on rappelle, que c'est d'ailleurs certains éléments de la police qui ont eu à ternir l'image du général Dengue, il faut le dire. Ça veut dire, toutefois que les policiers vont mal se comporter, en tout cas, c'est l'autorité de la police qui prendra le coup, c'est l'État qui prendra le coup, ainsi de suite. Nous voulons parler ici du vice. Le constat fait qu'aujourd'hui, il y a eu un travail qui se fait, nous constatons de moins en moins trop d'actes bébés noirs, comme à l'époque où on brûlait dans la rue. Ça, c'est déjà quelque chose à féliciter. Mais nous constatons aussi que la police n'éduque pas, il faut le dire. Nous avons le temps d'envoyer ces fiches au niveau, en tout cas, du patron de la police. Nous le faisons. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des BG qui fonctionnent de nuit, à des heures tardives, en tout cas dans les ruelles de Brazzaville, ramassant en passant tout ce qu'ils voient. Et c'est des comportements que l'actuel patron de la police a interdit à tous ces policiers. Ça donne l'impression qu'une BG roule pour se taper de l'argent. Et il y a des policiers, je le dis ici avec des preuves, qui commencent à rançonner les Congolais
prenons l'argent dans des postes de police sans donner des quittances, sans donner des reçus, alors que c'est l'argent qui devait aller au trésor. Ça veut dire dans la police, c'est encore des ripoux. Et nous, notre travail, chaque fois que nous le constatons, nous le mettons à nu. Il arrivera que la presse largue ses caméras sur ces policiers pour aider le nouveau commandant de la police, pour aider l'État congolais. La police est très importante pour notre société. Vous voyez là où nous allons, c'est vers les élections présidentielles. Il faut qu'on apaise le climat, mais que la police joue son rôle en s'arrimant avec la volonté du nouveau commandement de la police que nous connaissons. C'était juste une mise au point, une information comme ça. Alors, la présidentielle 2026, chers invités, quelle offre pour les politiques, effectivement. C'est un constat que nous sommes en train de faire par rapport à l'ambiance qui règne déjà dans notre ville, dans le siège de la politique, en tout cas, il faut dire, dans les états-majors politiques. Premier constat, Constant Barapéa, par rapport à cela, est-ce que vous faites un constat sur l'ambiance qui règne actuellement, qui annonce la présidentielle prochaine? Est-ce que les gens sont déjà dans cette ambiance et quel est le constat que vous pouvez faire en tant que politologue? Bon, ben, merci. Alors, vous savez que nous sommes à une année, sinon à moins d'une année de l'élection présidentielle. Une année transitoire. Et lorsque nous observons la société, les champs politiques congolais, on constate qu'il y a quelques signaux qui annoncent déjà le mercato politique, puisque la compétition politique majeure va se jouer dans 2 mois, dans une année, je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui fait que les états-majors politiques bougent, surtout pour le groupe dominant au pouvoir, constitué du parti dominant et ses alliés. On voit des mobilisations par ici, par là. Nous avons vu des mobilisations au palais du Parlement entre ce que j'appelle, moi, la patriarchie et la timonerie. C'est-à-dire, c'est ces acteurs qui se sont coalisés, bon, peut-être pas coalisés, mais qui travaillent pour présenter un produit politique, qui travaillent déjà l'image de leur produit politique, qui vont mettre sur le marché concurrentiel dans une année. Je parle là du président de la République qui est soutenu par aussi bien son parti politique que ses alliés. Donc, vous allez voir que on a vu récemment, le président, je pense qu'il est rentré aujourd'hui, le président de la République, même si il n'est pas allé là-bas en tant que dans la Buenza, dans sa tournée, en tant que candidat aux élections présidentielles, mais en tant que chef de l'État. Mais nous avons vu que à travers la communication, surtout symbolique, on a constaté que il y a des relents d'une campagne ou bien mobilisation électorale en sourdine. Ce qui va montrer que dans une année ou bien l'année prochaine, on sera dans une dynamique mobilisatrice qui ne dit pas son nom. Alors, Briand, est-ce à dire que, en écoutant Constant, est-ce à dire que le Congo est déjà en plein dans la pré-campagne? La classe politique et ses appareils. Voilà. Bon. Quel constat faites-vous? Je pense que la première des choses qu'il faut énumérer, c'est que ça sent l'arnaque, à première vue, parce que une élection, c'est comme une cuisine. Pour la faire, il faut toute une procédure et du matériel y afférent. Pour avoir une élection, il faut une commission électorale. Et nous savons aujourd'hui que le Congo n'a pas de commission électorale, mais plutôt un club d'amis qui s'arrose le droit de choisir qui ils veulent comme ils veulent. C'est un club d'amis qui a un aîné et qui encadre les plus jeunes. Je pense que parler d'élection présidentielle en 2026, c'est un peu insulter l'intelligence des Congolais. Parce que cette élection devait passer par plusieurs réformes. La réforme du fichier électoral. Je suis quand même un cadre électoral. Je sais qu'une élection, avant qu'elle se fasse, il faut d'abord avoir un fichier électoral qui n'existe pas. Il faut avoir une commission électorale qui n'existe pas. Donc parler d'élection présidentielle dans une année, c'est à la limite une ironie, sinon une plaisanterie de mauvais goût. Et je pense que les politiques devaient s'asseoir dès maintenant, parce qu'on a encore le temps, pour définir les conditions permissives à une élection libre,
démocratique et rassembleuse. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'élection, mais on peut parler de la procédure électorale. Et elle n'a pas encore commencé. Je suis d'ailleurs un peu sidéré de constater qu'une fois de plus, le PCT, comme à ses habitudes, est en train de se foutre de la loi. Les principes de la Constitution ou du droit empêchent que la campagne se fasse beaucoup de temps avant. On n'a pas déclaré les candidatures, on n'a pas déclaré, on n'a pas ouvert la course électorale, mais que le PCT est en campagne. Bon, nous pensons que c'est une fuite en avant. Moi, je pense, c'est un avis personnel, que c'est prématuré de parler aujourd'hui d'élection tant qu'il n'y a pas les conditions qui permettent cette élection. Oui, mais nous parlons élection parce qu'il y a le rendez-vous constitutionnel. Et puis, le problème, c'est de porter un regard sur l'ambiance, les mouvements politiques aujourd'hui qui nous font déjà vivre cette élection. Est-ce que, par habitude, par tradition, le Congo ne va pas arriver à ce que vous dites? Parce que vous en savez quelque chose, le Congo souvent va à un dialogue, souvent c'est comme ça, ou une concertation pour régler tous ces problèmes avant les élections brillantes. Je pense qu'on ne peut pas faire la même chose tout le temps et s'attendre à un résultat différent. Dialogue, élection, nous savons qu'au finish, il n'y a pas d'évolution, on fait du surplace. Aujourd'hui, il est question que l'élite puisse s'asseoir et trouve des solutions pour avoir au moins une fois une élection crédible et qui permette au Congrès de sortir de là avec une satisfaction on ne peut plus positive. C'est vrai qu'on a des habitudes, mais vous savez qu'en termes politiques, il faut toujours s'arrimer aux habitudes, donc au détriment des attitudes, nous n'avancerons jamais. On est habitué à faire la même chose tout le temps, depuis plus de 30 ans. On fait la même chose, dialogue, élection, et à la fin, il y a toujours des contestations. Pourquoi ne pas essayer de faire les choses autrement cette fois-ci? C'est-à-dire mettre en place une commission électorale on ne peut plus représentative. Si on ne peut pas utiliser le concept comme on a toujours utilisé, commission électorale indépendante, non. Parlons de commission électorale consensuelle, qui ferait que tout le monde s'y retrouve. Est-ce que ce n'est pas trop prématuré de parler de ça, parce que 2026, c'est quand même long encore? Vous savez, mettre en place un fichier électoral, ça demande plus d'une année. C'est plus d'une année. Et nous avons appris l'année passée par le ministre de l'Intérieur qu'ils allaient mettre en branle la biométrie pour l'élection présidentielle de 2026. Si cela devait se faire, je pense qu'on est déjà en retard, de beaucoup de temps. Et penser que c'est trop tôt, c'est un peu se moquer du peuple. Il faut plutôt dire que c'est trop tôt de faire la campagne. Bon, des fois on en rit de constater des termes qu'on appelle le chef de l'État de tous les noms d'oiseaux, que je n'ai pas envie de citer. C'est trop tôt de faire cette campagne-là. La question, c'est de savoir, est-ce que le bilan, encore, il ne faut pas qu'on en parle aujourd'hui, c'est un peu précoce. Nous y arriverons. Aujourd'hui, il faut se poser la question. Est-ce que le PCT est en mesure de se présenter à une élection en 2026 quand on est réaliste? Bon, on arrivera. Qu'est-ce qu'il faut se poser à ce moment-là? On est déjà je pense que ça, on est dans une phase prématurée, pas d'élection. Voilà. Guy Benoît de Victor, le tableau. Votre lecture de l'environnement politique actuel, il faut dire, à une année transitoire de la présidentielle. Eh bien, c'est le constat de journaliste, parce que la matière politique, je n'ai pas envie de donner un point de vue qui soit politiquement considéré. Mais en tout temps, c'est un constat de journaliste. En tant que chroniqueur observateur, nous constatons déjà qu'il y a de l'activisme autour de l'élection présidentielle à venir. Il y a déjà de l'activisme. Or, si cela s'avère vrai, si c'est vraiment tout ce qu'on s'organise autour de ça, c'est que déjà, nous sommes en train de violer la loi. Nous sommes en train, les politiques sont en train de violer la loi, parce que pour que ces échéances-là commencent, on donne le top. C'est la loi qui donne le top. Or, le top n'est pas encore donné, mais nous constatons en tant que communicateurs, observateurs de la vie politique, en tant que nous constatons qu'il y a beaucoup d'activisme, que tout ce qui se fait, apparemment, on ne le fait pas au nom de l'administration pour exercer régaliennement ses fonctions, mais c'est pour plaire, pour
chercher à attirer. D'ailleurs, on ne va pas empêcher les politiques de mener leur... Vous avez déjà écouté. Vous avez déjà écouté les plats qu'on nous a servis, vous les avez goûtés. Quelqu'un a dit à ses militants que vous allez vous inscrire massivement. Pourquoi? On appelle à l'inscription massive. Ça veut dire que c'est prélude aux élections. Ça veut dire que c'est déjà la pré-campagne. Il faut s'inscrire, on va vous permettre d'avoir les cartes nationales d'identité que le citoyen lambda ne peut pas avoir aussi facilement. Et vous allez voir, d'ici là, chacun va l'avoir à vil prix et même gratuitement, alors que la loi, on prévoyait que c'est gratuit. Oh, aujourd'hui, pour en avoir, il faut débourser de l'argent. Donc, en ce moment, quand on fait comme ça, on piétine sur la République, la marche des institutions et la loi. Mais vous n'allez pas empêcher la politique ou les appareils politiques à mener leur vie politique habituelle. Mais voilà. Se faire établir une carte nationale d'identité, ce n'est pas le rôle des politiques de le faire. C'est le droit de l'État d'établir des cartes d'identité à tous ceux qui atteignent l'âge de la majorité. Ça, c'est la loi. Donc, maintenant, quand on doit le faire sous pression, sous instigation, sous fanfare, excité par les politiques, ça veut dire que ça n'est pas le temps, l'objectif n'est pas d'éviter les apatrides dans un pays, parce que si vous n'avez pas de pièce d'identité, vous n'avez pas de livret, vous êtes un apatride, rien ne démontre que vous êtes un Congolais. Or, quand on appelle tout ce monde-là, là-dedans, il y a des étrangers qui arrivent moyennant les espèces sonores et les trébuchantes. Et on leur dit, vous allez vous inscrire, on va vous permettre d'avoir les cartes nationales d'identité. Donc, même aux étrangers, on va les avoir, et ce n'est plus l'administration. Et ça, c'est donc la procédure politique. Ça, c'est même la procédure édictée par l'homme politique pour que ceux-là aillent les voter massivement. Mais fait comme ça, nous mettons en mal, je dis toujours et je reviens, nous mettons en mal la marche de la République, la marche de l'administration. Ça, c'est le rôle du ministère de l'Intérieur. On devrait avoir un fichier qui sache que chaque année, au cours de cette année, on va avoir tant d'enfants, tant de jeunes Congolais qui vont atteindre l'âge de la majorité et on leur établit les cartes nationales d'identité sans instigation politique. Ça, c'est l'observation. Le temps d'observation sur les cartes d'identité. Alors, je reviens sur le politologue. Vous avez tous peint le tableau actuel et ce qui se vérifie. Ce qui se vérifie, on n'invente rien. Nous avons vu le mouvement Patriage, nous avons vu le mouvement Timonier et ça vit. La politique vit désormais au Congo. Parce que lorsque je vois les échéances, on pratique que ça. Vous êtes les témoins du débat. Et on arrive à s'interroger, pourquoi maintenant? Et que dit le calendrier? C'est pourquoi on s'interroge souvent, vous venez de le dire. Alors, Constant Barapéa, comment tu peux expliquer cela? Tel qu'il a dit, il y a un calendrier qui fixe la date du lancement de la pré-campagne et la date du lancement de la campagne. Aujourd'hui, nous voyons tout, nous écoutons tout. Le politique n'a pas les mots dans la bouche. Il extériorise ses mots. Ça mobilise, ça fait tout. Alors, comment vous, en tant que politologue, vous pouvez expliquer cela, ce phénomène? Ok, merci. Je voudrais rester sur l'analyse essentiellement politologique. Ouais. Vous savez, le champ politique, c'est un lieu de rencontre entre offreurs, et ça coïncide bien avec votre thématique là-bas, et demandeurs. C'est un lieu de déploiement et de redéploiement du don et de contre-don. Oui. Le champ politique est toujours mouvant. Le champ politique est dynamique. Même en période de non-élection, nous voyons de temps en temps les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition, c'est-à-dire du dispositif oppositionnel ou du dispositif dominant au pouvoir, se battre à travers des sorties épistolaires, parfois à travers des conférences de presse et autres. Et c'est ce qui anime la vie politique. Et les partis politiques ont ce rôle d'animer le débat politique. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Deuxième chose, la loi n'interdit pas aux citoyens de se retrouver dans des dynamiques pour faire valoriser une offre politique en perspective.
C'est le cas donc de ce qu'on peut appeler la patriarchie, enfin les patriarches que j'appelle la patriarchie, et les timoniers. Parce que quand vous regardez, vous regardez ce qui apparaît avec le timonier et les patriarches. Président des timoniers par exemple, eux, ils font l'apologie, ou bien ils sont dans la commémoration, dans les mémoires, dans les lieux de mémoire de leur champion qui est arrivé au pouvoir le 5 juin, le 5 février. Et puis, ils célébraient donc cette année-là. Mais il y a une notion très capitale en sens po qu'on appelle les FOP, les fenêtres d'opportunité politique. Et les acteurs politiques, qui sont en réalité, pour prendre l'expression de Max Weber, les entrepreneurs politiques, surfent sur les opportunités. Un entrepreneur, un chef d'entreprise, surfe sur les opportunités d'affaires. Et les hommes politiques, les entrepreneurs politiques, comme les appelle Max Weber, font la même chose. Donc aujourd'hui, ces acteurs politiques de la majorité qui sont en train de valoriser leurs produits politiques. L'opposition aussi, hein? Non, j'y arrive. On ne peut pas le leur interdire parce que la Constitution n'interdit pas. Tout comme certains acteurs oppositionnels qui ont déjà fait acte de candidature, qui ont déclaré leur candidature. Et pourtant, le processus électoral n'est pas encore lancé. Mais la loi n'interdit pas à un citoyen d'annoncer sa candidature avant l'ouverture du processus électoral. Parce que le processus électoral commence avec la convocation du corps électoral et termine avec la résolution du contentieux. C'est-à-dire à la Cour constitutionnelle quand les résultats sont validés. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je parle aussi de la descente, la sortie du président de la République dans la Buenza. J'ai dit ici qu'il n'a pas fait en tant que en tant que membre du parti. Il le fait en tant que président de la République qui a tous les droits d'aller dans n'importe quel département à n'importe quel moment. Maintenant, j'ai évoqué les FOP tout à l'heure. Il y a donc l'utilisation, et parce que la politique, il y a deux éléments qui fonctionnent avec la politique. Un, la ruse. Deux, le rapport de force. Et vous allez voir la ruse présidentielle, comment ça s'est passé, et où il montre qu'il n'est pas parti comme en tant que membre du PCT, mais en tant que président de la République, puisque dans sa gibecière, vous avez vu le chef de file de l'opposition, qui est un acteur oppositionnel. Et il est de cette contrée. Il est non seulement de cette contrée, non seulement de cette contrée, mais il est aussi constitutionnellement reconnu qu'il peut accompagner le président de la République dans des cadres républicains, dans certaines missions aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, l'autre utilise les canaux du droit pour faire passer son message, parce que j'ai dit ici, quand vous regardez en arrière-plan, tout ce que le président de la République a fait, c'est une opération de communication et de séduction politique. Maintenant, il va utiliser ces fenêtres d'opportunité pour se maintenir. Mais ce que je veux souligner, c'est que le frère Briand a souligné un élément très important en parlant de toutes les précautions qu'on devait prendre en amont pour l'organisation d'une élection. Non, on n'arrive pas là. J'ai une question à poser. Oui, allez-y. Vous présentez cette situation, oui, la science politique, c'est celle-là. Mais lorsqu'on va dans le concret, nous savons bien, après les élections, combien de partis ont organisé leur rentrée politique. Oui. La question qu'il faut se poser, pourquoi maintenant? C'est vrai, les partis ont ce droit-là de se mouvoir, de faire ce qu'ils veulent. Mais nous vivons au Congo, c'est maintenant qu'on voit ces choses. Quels sont les partis qui sont montés en surface depuis là, depuis l'élection passée, pour avoir fait quoi? Mais sauf qu'au Congo, lorsque nous sommes à quelques jours, déjà sur ce plateau, nous décrions le manque de vitalité des partis politiques. Les partis politiques n'ont pas de vie. Mais sauf que lorsqu'on arrive vers, c'est tout le pays qui se met en branle, même le souverain primaire, celui qui va voter se noie. Il ne connaît même plus la date, il perd son rôle, il ne connaît même pas. C'est là ma question. Qu'est-ce qui explique qu'il faut attendre cette période alors que, tel que vous l'avez dit, les partis devaient vivre? Les partis ne prennent pas à bras le corps les problèmes du pays. Quels sont ces partis ici que nous avons écouté les sons ou des résonances sur les questions qui minent le pays? Donc c'est ce phénomène-là que je voudrais mettre à votre disposition
comment l'expliquer? Sinon, dans le principe, c'est bien. Mais sauf que, dès le départ, ils ne le font pas. Voilà. Je vais répondre. Vous savez, sur ce même plateau, à maintes reprises, j'ai toujours parlé, évoqué la question de... Parce que le souci, en fait, c'est d'avoir les partis qui ont de la vitalité. Laissez-moi venir, Romik. Je parle souvent de la politique saisonnière. Effectivement. Donc, j'appelle ça souvent le militantisme saisonnier. C'est-à-dire, on attend à la veille des élections, on fait du bavardage, on fait du chantage électoral, et tout ça, ça se fait pour le positionnement d'après l'élection. C'est tout ça que je devais déboucher quand je voulais souligner ce que le frère a évoqué tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, on fait beaucoup plus de la politique alimentaire, la politique du positionnement au préalable. Nous avons eu des questions importantes qui ont touché à la vie de la nation. Vous avez vu combien de partis politiques sont montés au créneau? Combien de partis politiques? Combien de partis politiques animent les débats? Il n'y a que le gouvernement. Sous d'autres pays, vous voyez un militant de l'UDPS, un militant de ceci, sur un plateau de télévision, vous animez le débat public, le débat politique, et ça pèse aussi la situation à l'intérieur. Vous voyez au Cameroun, ça se fait, mais ici, ça ne se fait pas. Parce que la première préoccupation des entrepreneurs politiques, c'est d'abord le positionnement, donc les questions alimentaires. Et on attend donc la veille des élections, parce qu'on va aller à la saison des safou ou bien des mangues. Bon, on sort parce qu'on sait qu'à la fin de la saison, je vais avoir une prémande ou une rente. Et dès qu'on passe, on finit, on ne parle de rien. La question que le frère soulève, c'est une question importante par rapport à la Commission nationale électorale. Mais depuis l'élection, nous sommes arrivés à une autre élection qui va se présenter dans un mois. Bientôt. Vous avez vu, les gens politiques ont parlé, sont préoccupés. Ils ont organisé la conférence de choses, ont parlé. Où? On attend donc à la fin des élections, puisqu'on est dans une agression de chantage. Or, comme disait le président Laurent Gbagbo, quand l'opposition ne joue pas son rôle, ne met pas la pression, Gbagbo disait, il n'y a rien en face, c'est maïs. Donc les autres vous écrasent, malheureusement. C'est la réponse de force. Briand, comment tu apprécies cette situation? Je pense qu'il y a... Voilà. Parce que les partis politiques, c'est pas ce qu'on va. Non, mais je pense que, vous savez, un parti politique vit sur la base d'un discours. L'absence de discours tue un parti politique. Et je pense que les partis politiques ont gardé les discours. Du moins les partis politiques, pas les groupes ethno-tribaux, on appelle abusivement partis politiques. Mais les partis politiques ont toujours eu un discours qui consiste à dire, on construit, on évite la destruction. Mais ne donnez pas l'impression que le Congo est un pays que nous ignorons. Combien de fois des demandes de manifestants ont été rejetés à la préfecture de Brazzaville? Moi, j'en compte déjà 3 depuis 2021. Vous? 3 rejets pour un meeting, pour une assemblée générale. On vous dit, pas question. Les acteurs politiques ne sont pas des brigands. Ils s'alignent parce qu'ils appartiennent à un pays qui a un pouvoir qui dicte la formule de pensée et d'action. Et aller à l'encontre de cette procédure, de cette formule-là, c'est devenir rebelle. Non, je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on a toujours tendance à légitimer tout ce que fait le système parce qu'on a peut-être peur de représailles. Mais si on continue cette lancée-là, soyez-en sûrs. Nous, on s'est rangés, hein, depuis 2021, tout à l'heure, le frère Pierre m'a demandé, il a disparu. Mais on se dit quoi? À quoi bon s'exprimer quand ça ne porte rien? Quand ça n'apporte rien? Deux fois, on a envie de s'exprimer. Mais celui qui est en face... Je vous rappelle que depuis 2006, moi je parle de 2006, nous avons commencé à exiger la mise en place d'une commission électorale indépendante. Depuis 2006, à l'époque avec les feux Tista Tikaya, les André Milongo, les Malongo, tout ce monde-là, nous avons exigé la mise en place de cette commission. Ça n'a jamais existé. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est on va arranger demain, on va avancer. Ça n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se dit quoi? On se dit qu'à un moment donné, il faut dire au PCT de prendre un décret et dire plus d'élections. On a un président à vie pour 50 ans. Le jour qu'il va être fatigué, bon, on repartira dans le processus électoral. C'est même mieux. Parce que moi, je suis quand même outré de voir des pseudos, bon, moi je suis les mêmes, parenthèse, des opposants qui viennent déclarer leur candidature alors qu'ils savent qu'il n'y a même pas une commission électorale indépendante. 2, des opposants qui, dans leur circonscription, n'ont même pas pu être élus conseillers, mais qui veulent être candidats à une élection présidentielle et penser l'emporter.
À un moment donné, on a l'impression qu'on a en face de nous des opérateurs politiques qui veulent vivre, comme a dit tout à l'heure PA, qui vivent de la politique, qui en ont fait une ressource alimentaire. Mais arrêtons avec ça. Il est parfois important que l'on fasse recours à la politique, la vraie. Moi, j'ai toujours dit que le jour que Dieu aidant, le pouvoir passe entre les mains de ceux qui sont des opposants que nous sommes, la première mesure, c'est la dissolution de tous les partis politiques. Et reprendre ces partis sur des bases doctrinales. Parce qu'on a trop de partis politiques dans ce pays, si bien que même le chômeur qui n'a jamais travaillé dans sa vie, qui pense qu'un jour, il n'a plus de ressources, bon, il crée un petit groupuscule, puisqu'il ne fait pas peur, bon, on valide, il devient acteur politique. Mais quelle est la conséquence? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La profession de la politique. C'est-à-dire que ça devient une profession, la politique. Ça devient une entreprise. Celui qui a un petit parti politique a un groupuscule d'amis, un club d'amis, qu'on va appeler abusivement parti politique parce qu'il ne gêne pas, il ne dérange pas, il a son récépissé. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On théâtralise l'acte politique. Et du coup, il y a confusion. On ne sait plus qui est opérateur politique, qui est acteur politique. Mais si on veut valider les opérateurs politiques, allons-y. Rassemblons-nous, disons à notre patriarche timonier de prendre une ordonnance, un décret, je ne sais pas qu'est-ce que ce sera. Bon, plus d'élections. C'est même mieux. Les gens seront tranquilles chez eux, puisqu'ils aiment tellement la paix continuera à régner, et on n'ira plus jamais se bousculer. Arrêtons de donner l'impression que ce que fait le système, c'est bien, et que c'est nous qui sommes mauvais, on doit continuer à valider ce qu'il... Non, je suis désolé. Vous, l'opposition. Bien sûr. Voilà, et c'est un discours qui date ici au Congo. C'est une vieille revendication. Hein. Chaque fois que nous allons dans des conférences de presse, Zomatias, les Brillons, partout, celui qui appelle l'opposition, vous posera toujours ce problème. Guy Benoît de Victor. Oui, voilà. Merci beaucoup. Non, je saisis la balle au bon sur le discours de M. Brillant. Bon, ça ressemble à une lamentation. Mais je crois que M. Balapéa, tout à l'heure, en parlant des critères de la politique, il a parlé des rapports de force. Vous ne pouvez pas, quelqu'un qui est assis, qui est confortablement assis, sachant avoir le gabarit nécessaire pour piétiner, vous ne pouvez pas le réclamer et puis il vous donne sur le plateau. Non, la politique, c'est pas le lit Kélemba. Vous dites, demain, aujourd'hui, c'est lui, demain, c'est moi. Non. Il faut renverser les rapports de force. Les politiques devraient travailler pour attirer le maximum de peuples autour de leur projet de société afin de renverser les rapports de force. Tant que le politique, à l'opposition, ne comprend pas qu'il n'a pas de quémande à faire, on ne peut pas quémander certains avantages et on ne vous donnera jamais ça. On ne vous donnera jamais ça. Pour arracher quelque chose en politique, il faut des coups de force, il faut le rapport de force. Ça demande des gens qui ont la conviction. Mais voilà, il faut avoir la conviction. Mais quand vous n'avez pas de conviction, vous pensez, attends, tout à l'heure, M. Brillant a dit, à quoi bon parler si on change, si rien ne change. Mais non, voilà, vous vous êtes affaibli. Vous vous êtes affaibli, mais c'est ce que les autres en face veulent. Que vous vous affaiblissiez, que vous fatiguiez, parce que vous demandez, on ne vous donnera jamais, vous allez faire quoi? Vous vous taisez. Oh non, il faut que vous sachiez que dans ce pays, vous savez que dans ce pays-là, il y a des gens qui sont mécontents aussi, mais ralliez-les à votre cause. Mais il vient de lâcher quelque chose ici. Le refus de la tenue, par exemple, des réunions. Ça, mais c'est normal. Mais c'est normal. Ça, c'est l'État. Oui, mais c'est normal. Dès que Voilà. l'État a été personnalisé, l'État a été privatisé. Je peux encore dire a été patrimonialisé. L'État a été traditionnalisé. Quand c'est comme ça, dites-moi. Quand c'est comme ça, on va vous accorder pour faire quoi? Pour déranger? Non, on ne vous accordera jamais cela. Donc en ce moment-là, si en face, ils savent que c'est un grand métier, accorder ou pas accorder, nous sortons. Ils vont faire quoi? Ils vont venir vous tuer? Non. Ah bon, je crois que c'est ça. Et ça doit être dans la tête du politique qui connaît là où il va, qui connaît son ambition. Est-ce que c'est pas un problème de culture chez nous? Ben oui, mais c'est la Moi, j'allais arriver. Nous avons improvisé les politiques. Tout à l'heure, M. Brillant a dit, Constant aussi l'a dit, quand on fait la politique alimentaire, c'est pas un sacerdoce, c'est ça. Vous voyez, quand on fait la politique alimentaire, quand le débat a été ethnicisé,
Vous savez qu'au Congo, c'est ça. Il n'y a pas de débat dans la politique dans ce pays à travers les médias. C'est notre Mais préoccupation. parce que le débat a été ethnicisé, le parti, lui, tribalisé, le pouvoir, lui, traditionnalisé, il ne peut pas y avoir de débat. Parce que le débat, quand déjà vous allez dans certaines officines, on vous parle de tribus, n'est-ce pas? Ah non, si on laisse le pouvoir à eux, ça serait, vous allez fouiller ici. Bon, c'est pas l'ethnicisation. C'est une stratégie. Et voilà, mais tout le monde tombe dans le panneau. C'est l'ethnicisation du débat. En ce moment-là, comme on ne peut pas venir le faire à la télévision, à la radio, sur les plateaux, on fouille le débat. Vous voyez? Et le parti, mon grand frère a créé. Non, j'en ai déjà fini. Je vous en prie, mettons cette question. Ben voilà. Parce que c'est une préoccupation de l'émission. Ah ben voilà. Voilà. Ben La voilà. place du débat, j'en ai déjà abordé ici avec Dame Mafoula. Ben voilà. Permettez-moi, vous êtes des politiques. On ne va pas tricher avec notre conscience. Vous venez de le dire, vous êtes des débatteurs. Vous savez comment vous-même vous peinez lorsque vous dites Romik, trouve un homme politique ou bien un ministre de la République. La culture en France, nous aimons bien suivre ces médias. Après chaque journal, souvent, c'est de CNews. Après chaque journal, vous avez un débat. Ben voilà. Vous avez des spécialistes, vous avez des ministres, vous avez des gros ministres, les ministres d'État qui viennent vous expliquer la politique nationale. Ben voilà. Depuis que nous faisons le débat, qui avez-vous vu? Sans problème. Même les leaders des partis politiques ne débattent pas. Mais cependant, ils attendent. Quand vous avez débattu, vous, Romik, pourquoi ils peuvent dire ça? Et comment? Alors que c'est eux qui devaient le dire. Alors, là, on doit se poser des vraies questions. Nous allons vers la présidentielle. Or, la démocratie se veut un débat d'idées. Un débat d'idées. Les candidats vont monter. Nombreux vont monter, même ceux que nous ne savons pas. Ils seront légitimés par non seulement la Constitution, mais aussi bien par le ministère de la Politique. Ils seront légitimes de se lancer à cette bataille. C'est la République. Mais s'il n'y a pas de discours politique, comment ça va se passer? Parce que nous avons eu quelques entraînements déjà ici. Voilà. Alors, pourquoi alors, la vraie question, l'homme politique congolais ne se donne pas au débat des idées, aux échanges des idées entre l'opposant, par exemple, majorité, pour montrer aux Congolais qu'en fait, la politique se fait par débat. D'abord, quand ça est plutôt Guillaume de Victor. Oui, merci beaucoup, mon frère Romik. J'étais déjà rentré dedans. Pour vous Oui, tu dire. parles de la tribalisation. Voilà, mais attends. Moi, je dis, je reprends. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, j'arrive. Quand ce débat, le débat est ethnicisé, Ils ne s'écoutent pas. eh bien, mais parce que aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est mon ethnie. Hein? Si je ne suis pas là, hein, les autres viendront, nous allons perdre les places. Et l'autre dit, bon, quand ça serait notre tour. Ça, c'est le débat qui se passe dans nos quartiers. Et même dans les partis politiques, on base la vision par rapport à ça. Et puisque le parti politique a été tribalisé, c'est le grand frère de mon coin qui a créé le parti, j'y entre. Je n'entre pas avec les convictions, je n'entre pas par rapport aux idées. Vous voyez, ce n'est pas la conviction, ce n'est pas la doctrine qui m'a amené dans ce parti-là. C'est parce que c'est le grand frère du coin, parce qu'on a le même patois. Est-ce que pour appeler un ministre, par exemple, de l'agriculture venu débattre, c'est ça? J'en arrive, je vais aboutir Par là. exemple. Et en ce moment-là, on ne peut pas venir débattre contre le grand frère. Ce n'est pas possible. Pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Puisque le pouvoir a été traditionnalisé. Je l'ai dit tout à l'heure, mais parce que le pouvoir aujourd'hui, vous n'avez pas... Bon, suivez mon regard. Tous ceux qui sont aux affaires, tous ceux qui ont le pouvoir, ils doivent être aussi traditionnellement chef ceci, chef coutumier. Fais comme ça. Oui. Fais comme ça. Est-ce que le débat peut émerger? Non, le débat ne peut pas émerger dans la mesure où le sujet du débat ne sera pas. Il n'y a pas de vrai sujet. Parce que les doctrines, les partis n'ont pas été créés par rapport aux doctrines. Et même si on a mis les doctrines, c'est juste l'enveloppe pour que le parti soit validé. Mais en réalité, ceux qui ont dit nous sommes de telles doctrines, n'y croient pas et ils n'y défendent pas ces doctrines-là. Merci beaucoup. De part et d'autre, parce qu'aujourd'hui, ils sont tous de la même doctrine, mais il y a opposition, il y a pouvoir. Je vous en prie. Comment? C'est une préoccupation. Ah ben voilà. C'est plus une préoccupation, permettez-moi de se poser la question devant les téléspectateurs, surtout les politiques eux-mêmes. Voilà. Il y a d'autres qui me disent pourquoi tu veux tant le débat. Mais lorsqu'il faut élever les violences, ils sont spécialistes. Le Congo semble être l'unique pays où, même à Kinshasa, nous voyons, où un opposant de gros calibre et quelqu'un de la majorité de gros calibre. Avez-vous déjà vu le débat entre Moussa et Tsatsi Mabiala? Non. Mais pourquoi pas? Mais quand il n'y a pas de débat, mais même la presse est piégée. Quand il n'y a pas de débat, vous qui intervenez, vous êtes piégés. Mais évidemment. Voilà. Mais on nous et attribue les partis du qu'est-ce qu'on gouvernement. transmet?
quelle culture politique transmettons-nous à la base? C'est l'abêtissement. Les Congolais. Alors qu'ailleurs, permettez-moi, lorsque ça échange, ça finit autour d'un verre, les Congolais voient, mais finalement, c'est un jeu de mots. Ça apaise. Mais cependant, c'est les mêmes qui nous disent qu'il faut apaiser la paix, il faut apaiser le climat, il faut aller... Voilà, c'est tout un problème. Briand, je pense que tu es bien assis pour aborder cette question. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi les politiques ne se voient pas en face? Ils n'écoutent l'opposition qu'à travers la presse. Et l'opposition écoute la majorité à travers la presse. Il faut recevoir ces derniers ici. Et ils ne communiquent qu'à travers nous, dans des bunkers. Il faut que nous filmons, nous faisons des papiers, nous annonçons. Ça, c'est quelle façon de faire? Bon, je pense que la réponse, elle est très simple. Vous ne communiquez pas. Je vous ai dit une fois, sur ce plateau, que le Congo est le seul pays au monde où même le rêve est interdit. Donc, ceux qui ont la manette, ceux qui ont le pouvoir entre leurs mains, ne veulent pas qu'il y ait des rêveurs qui aspirent à arriver là où ils sont. Du coup, ils bloquent le débat. Moi, je suis toujours demandé pourquoi est-ce que la presse congolaise n'est pas subventionnée. Mais la raison, elle est simple, j'ai la réponse. Parce que si elle est subventionnée, elle deviendra libre. Et si elle est libre, justement, le débat devient ouvert et permanent. Donc, je me dis aujourd'hui, le débat, s'il est bloqué, c'est fait à dessein. C'est pour qu'il n'y ait pas de confrontation, pour qu'il n'y ait pas révélation de ce qui se passe en réalité. Est-ce que les idées devaient faire peur? Mais justement, c'est des sujets communicants. Vous ne pouvez pas demander à un autocrate de devenir démocrate d'un instant à l'autre. La nature politique de chacun est définie en fonction de ce qui l'amène au pouvoir. Et si la culture qui amène chacun au pouvoir est celle de dire Tosa Obika, ne vous attendez pas à un débat. Il y a d'autres qui disent Tosa Olia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'exécutes pas, tu ne t'alignes pas. Et vous me parlez d'un débat entre... Bon, écoutez, c'est les petits esprits qui parlent des individus. Moi, je ne parle pas des individus, je peux parler des idées. Moi, je me dis aujourd'hui que le débat sera ouvert le jour que nous aurons au Congo une presse qui malheureusement n'existe pas aujourd'hui parce que la presse, elle est muselée. La presse, elle est muselée. La presse, par manque de subventions, elle est renfermée dans elle-même. Combien d'organes de presse sont fermés aujourd'hui, faute de subventions? C'est notre domaine, je suis dans ce métier-là. Voilà. Nous savons qu'aujourd'hui, la presse, de par son essence, n'existe plus. C'est un fragment de journalistes courageux qui continue à survivre. Patriote. Aujourd'hui, il faut dire que la presse est quasi inexistante. Mais ils savent que si la presse existe réellement, comme en RDC, comme en Côte d'Ivoire, comme un peu partout ailleurs, eh bien, le débat va refaire surface, on va savoir tout ce que nous faisons. C'est la cause principale et principale pour laquelle le débat est absent. Le débat, il faut le dire, est même absent au niveau des médias officiels, des médias publics. Mais la presse n'est pas là. Monsieur Constant Ebara-Peya, politologue, en tout cas aujourd'hui, je vais beaucoup vous convoquer à propos. Alors, quelle est la conséquence? Quelles sont les conséquences lorsque, dans un État qui s'est voulu démocrate, le débat ne peut pas avoir cours? Quelles sont les conséquences? Bien, je vais arriver aux conséquences. Voilà. Mais il faut... Quel est le risque? Il faut d'abord commencer par pourquoi il n'y a pas de débat. Voilà. Bien. J'ai suivi mes deux compatriotes et co-débatteurs ici, mais je pense qu'on n'a pas touché le fond. Je pense que l'absence du débat, il faut remonter aux années post-indépendance. Ah, on va pas faire l'histoire. Alors attention, attention Romik, attention, il faut partir de là. Non, il faut partir de là. Vous allez comprendre. Non, je prends quelques mots, vous allez comprendre d'où je viens. Nous avons connu des États révolutionnaires avec deux partis politiques, le MNR et le PCT. Vous savez ce que les gens ont subi dans ce pays pour avoir pris la parole, que ce soit avec la défense civile. C'est tard là. Voilà. Et dans le parti unique, il n'y a pas de débat public. Nous avons été dans ce qu'on appelle le forcing, ce que j'appelle moi le forcing unitaire. Le dogmatisme. Hein. Le dogmatisme, les gens appellent le débat et on vous dit que le débat c'est à l'interne. Ouais. Or, et ça mon père le rappelait toujours, quand il y avait contradiction à la mesure, il me fait rappeler que c'est la soumission de l'échelon inférieur à l'échelon supérieur. Rapport maître-esclave qui dit. Voilà. Et ça a caractérisé le PCT. Ça a caractérisé le MNR d'abord, puisque le PCT est sur la zone du MNR. Et nous avons vu, quand nous sommes arrivés à la conférence nationale, bon, on a vu dans la salle comment, quand il y a eu le débat, le PCT noyé. L'euphorie. Le PCT a disparu.
Et puis vous allez voir même l'UPADES, puisque l'UPADES n'est rien d'autre, question des appendices du PCT. Ils sont sortis de là. Oui, mais je viens, laisse-moi expliquer ça. Vous allez voir même qu'on a reçu nos camarades, nos amis, nos frères de l'UPADES ici, qui remontaient quand même le débat avec le président Mabali. Il faut le débat. Même au sein du parti opposition, il n'y a pas de débat, parce que c'est toute une culture. Foula l'a fait vis-à-vis du Premier ministre ici. Voilà, c'est toute une culture. Ouais. Le débat, c'est une culture. On n'a pas la culture de débat au regard de cette trajectoire historique où les gens ont été mis dans des camisoles de force où ils ne pouvaient pas débattre. Et aujourd'hui, ça se voit. Bon, vous pouvez inviter quelqu'un, vous dites, bon, venez dire, je vais d'abord demander l'autorisation du parti. Il faut que j'ai l'autorisation du parti. Même un enseignant. Même un enseignant, oui. Même un enseignant. Il demande au cabinet. Vous avez un universitaire, on dit à la fois, il dit, ah non, moi je ne peux pas aller parce que à côté de ça, il y a l'épée de Damoclès qui pèse sur ce conditionnement où les gens ont peur de débattre, soit par habitus, soit par crainte de représailles. Ce sont ces éléments. Et les conséquences, c'est quoi donc quand il n'y a pas de débat? Pourquoi tu ne parles pas du manque d'arguments? C'est ça aussi, ça peut être le manque. Ça peut être le troisième élément. Il y a beaucoup de... C'est quoi le risque? Le risque, oui. Le risque pour le débat politique apaise les esprits. Voilà. Apaise les esprits, ça permet la contradiction, ça permet aux gens de s'exprimer et d'exprimer leur frustration. On banalise même. Voilà. Or, s'il n'y a pas de débat, la conséquence, c'est que les gens vont faire des confrontations. Voilà. Parce que chacun garde ce qu'il a, ses frustrations, et le moment venu, on fait exploser ces frustrations au grand jour lorsqu'on a l'occasion de le faire. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines configurations, on prend les armes. Dans certaines configurations, on ne veut pas ceci, on organise les marches, on casse, il y a des casses, il y a ceci, parce qu'il a la force de débat. Or, en démocratie, le débat, c'est ce qui caractérise l'État démocratique. Absolument, absolument. Vous avez pris l'exemple de la France. Mais regardez au Cameroun, là à côté. Chaque jour, il y a des débats. Chaque jour, il y a des débats télévisés. Et ça adoucit donc les mœurs. Ça permet aux gens, après le débat, vous partagez un pot, et puis vous avez les idées que vous mettez sur la place publique, que vous donnez même à ceux qui gouvernent. Donc ça permet l'évolution d'une communauté, ça permet l'émancipation d'une communauté, parce qu'il y a des idées quand je mets sur la place publique, et on peut s'instruire à partir de ce débat-là. Or, ici, il n'y a pas de débat, c'est un tabou de débat. Même vous qui faites les débats sur les plateaux de télévision, bon, vous le savez bien. C'est qu'on reçoit, si on n'était pas patriote, on ne serait même plus venu sur les plateaux de télévision. On dit, ah, moi j'ai encore ma vie à préserver. C'est pas forcément parce qu'on peut vous couper les têtes, mais il y a des mesures de rétorsion. Et c'est pour ça que le débat n'insiste pas. Donc, il y aurait un débat, comme lui a dit, je ne dirais pas, comme mon frère qui a dit que quand la presse serait indépendante, non, la presse fait des efforts. C'est les gens qui fuient. Il y a aussi la responsabilité journalistique, il faut le dire. Oui, mais... Parce qu'il n'y a pas... Je sais qu'il n'y a pas, ça je le dis en prenant le Conseil supérieur de la liberté de communication à témoin. Il n'y a pas des consignes comme ça pour dire vous ne débattez pas contradictoirement. Au contraire, le Conseil se bat. Qui est le débat contradictoire? Mais c'est encore des journalistes qui s'arrangent à être acquis à cette cause. Et il y a aussi des raisons à ce niveau. Donc il y a les pouvoirs publics, il y a les politiques, il y a aussi la presse, c'est-à-dire la responsabilité des journalistes qui jouent à ce jeu. Mais quelque part, je comprends les journalistes, vous venez d'énumérer cela. Bon, il y a aussi un problème de trop connaître, il faut connaître tel que vous venez de dire, pour comprendre que notre société draine l'état. Exactement. Voilà, du passé. Exactement. Comment comprendre que vous tendez le micro à une maman qui vend les mangues pour demander le prix, elle vous dit carrément, la ligne n'est pas aussi mbanga. Exactement. Vous voyez, ça c'est ce conditionnement-là, je parle. Voilà. La terreur. Voilà, vous avez raison. Gouverner par la terreur, c'est ça, en fait. Voilà. Guy Benoît de Victor. Alors, oui, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir pour dire ceci. Quand nous sommes en train d'énumérer le manque de débat, les causes du manque de débat, non, il faut aller au fond, comme disait l'autre. Mais il y a aussi le fait que les journalistes s'autoflagellent. C'est l'autoflagellation des journalistes, parce que j'en ai discuté avec un ministre qui s'occupe des journalistes, mais qui a dit qu'il n'a jamais donné des ordres à des rédacteurs de ne pas diffuser tel ou tel élément. Donc c'est les journalistes eux-mêmes. C'est l'autoflagellation. Par exemple, donc, nous avons des médias. Quand les journalistes ne savent pas qu'ils sont le quatrième pouvoir, or ils veulent être le quatrième pouvoir de non, ils ne veulent pas s'assumer,
Mais parce qu'il faut regarder sur notre chaîne nationale, il n'y a pas de débat contradictoire là-bas. Mais pourquoi? Est-ce que c'est le pouvoir qui interdit les débats contradictoires? Mais tous non. les débats sont enregistrés. Mais non, c'est pas le pouvoir, c'est les journalistes eux-mêmes. Mais je crois que l'indépendance viendra à quel moment? Quand la désignation des responsables des médias public va passer par la désignation des pairs, c'est-à-dire que ce n'est plus le pouvoir qui nomme. Parce que la plupart gardent leur manioc. La plupart gardent leur poste. Ils évitent de dire parce qu'il faut garder les postes. Mais si, on les désigne par rapport, si c'est les pairs, et si c'est les pairs qui désignent, vous faites acte de candidature, on vous élit, vous allez rendre compte au Conseil supérieur. Et si ce n'est pas cela, on vous débarque. En ce moment-là, je crois que chacun fera des efforts pour être le meilleur directeur des informations, le meilleur directeur qui a organisé les débats, le meilleur directeur de médias. 1. 2. Mais il y a aussi l'homme politique. On ne s'improvise pas l'homme politique. Mais quand les hommes politiques fuient les débats, comment il peut y avoir le débat? Il ne peut pas y avoir le débat. 2. Mais quand l'homme politique sait que moi je veux faire la politique, je veux arriver jusqu'au sommet de l'État. Mais la première des choses à faire, c'est quoi? Mais il faut avoir son média. Il faut avoir les médias. Ils ont tous eu l'argent, mais ils n'ont jamais construit les médias. Ils veulent seulement être actionnaires dans les sociétés créées par les autres. Bon, c'est les Libanais qui... Non, mais c'est ça. Mais parce que si l'homme politique a son média indépendant, ce média-là ne peut pas accepter les ordres venus d'ailleurs. Mais la preuve... Et en ce moment-là, le Conseil supérieur, qui est là le régulateur, va essayer de réguler tout le monde. Or, nos hommes politiques ne créent pas de médias. Ils préfèrent que les médias d'État, mais on ne peut pas leur donner ça. Ben voilà. Oui, vous voyez, c'est problématique. Ben voilà. On peut poser, c'est pour faire l'autopsie de la presse. La presse a une responsabilité dans l'éclosion de la démocratie congolaise. Nous nous interpellons, on ne met pas les gants. Et c'est la République qui nous interpelle. Aussi longtemps que nous-mêmes nous allons faire un mauvais travail, nous allons subir les pesanteurs. Aller solliciter même ces pesanteurs nous-mêmes, nous n'allons jamais accompagner la République. C'est pourquoi beaucoup de journalistes sont acquis à la cause des politiques. Chevronnés, professeurs, mais ils se l'ont bouclé. Ça ne parle pas. Parce qu'il y a un champion qui nous disait, c'est pas le fait d'avoir des diplômes. Il faut parler et qu'on te voit, qu'on t'écoute. C'est l'essentiel. Et les lignes éditoriales des médias d'État sont à revoir. Normalement, ce débat contradictoire, je le dis tout haut, que vous trouvez dans les médias privés, serait à Télé Congo, par exemple. C'est la chaîne nationale. C'est là-bas. Voyez-vous, c'est une chaîne qui devait être le maillon même de la démocratie. C'est là-bas qu'on devait voir tout le monde. Nous faisons ces choses pour booster le débat politique, vous venez de le dire, parce que ce que les politiques ne savent pas, aussi longtemps qu'ils ne communiquent pas, ils communiquent à sens unique entre les 4 murs des salles, ils allument les Congolais, et à la fin, les Congolais peuvent s'affronter. Et c'est les mêmes, j'entends aujourd'hui dire, il faut préparer un bon climat. Mais qu'est-ce qu'ils disent à leurs militants? Nous avons écouté à titre d'exemple, je vais chuter par là, à titre d'exemple, nous avons vu quelques candidats déjà qui ont tenté de faire une critique, une analyse de l'action du pouvoir gouvernemental qui ont été chargés par ces appareils politiques qui gravitent autour du gouvernement et autour du pouvoir. De la figure présidentielle. Or, tout Congolais a le droit d'être candidat. Je ne sais pas quel message attendent-ils d'un adversaire. Et les gens qui vont se présenter, nous les préparer aussi, ils ne seront jamais candidats de la majorité. Ils seront candidats de l'ancien candidat qui est en place. Vous vous érigez comme candidat, mais votre problème, c'est de regarder la gestion de l'autre. L'idéal, c'est de faire écrouler en communication tout le travail qu'il a fait. C'est comme si les gens de la majorité attendent qu'un candidat adversaire du chef de l'État puisse venir encenser le chef de l'État. C'est une tare, il faut le dire. Ça peut faire glisser mais le Congo. Je le dis aux appareils politiques qui viennent aux conférences de presse, charger un tel. Ça, c'est aussi une façon de faire obstruction aux Congolais qui veulent s'engager à cette bataille. Ils sont libres. Nous avons toujours dit, ce n'est pas leur adversaire. Les candidats sont adversaires entre eux. Voilà. Les candidats sont adversaires entre eux. Mais faire à ce qu'on charge les Congolais, qui, selon la règle constitutionnelle, se prononcent, vouloir les guider à dire des mots qu'ils souhaitent, alors là, c'est un problème. Regardons plus à la démocratie. Alors, pour terminer, chacun aura un point de vue. Alors, que dire de ces populations congolaises souveraines primaires qui, aujourd'hui, appellent aux candidatures des candidats? Voilà. Nous sommes en démocratie. La règle voudrait qu'un candidat se lève, annonce sa candidature. Voilà. Non, mais c'est, une fois de plus, cette manipulation, la tendance de toujours vouloir faire la même chose. Et vous savez que ces paroles sont mises dans la bouche des populations pour dire
dites ceci. Mais la meilleure façon de disposer d'un peuple, c'est quoi? C'est de l'appauvrir. Une fois qu'on l'a appauvri, on peut le manipuler autant qu'on peut. Donc je pense que ce n'est pas étrange de constater qu'aujourd'hui, ces populations affamées, à qui on apporte du riz et du sucre, chantent les louanges de celui qui l'appauvrit. Moi, j'appelle ça le paradoxe de la pauvreté. La tendance à soutenir celui qui vous appauvrit. C'est ce que nous vivons dans notre pays, malheureusement. Ce paradoxe-là est devenu une norme. Et les gens vivent cela sans critique, vivent cela normalement. Alors ça devait être aberrant. Il y a l'appel à la candidature partout, conseil Barapia. Oui, les appels à la candidature, c'est l'appel que j'ai vu qui me paraît vraiment ubuesque. C'est ce que j'ai vu dans la Bouenza, où un groupe des opérateurs agricoles qui n'ont même pas le matériel nécessaire pour faire le travail comme il le faut, puisque s'ils en avaient, aujourd'hui on devait atteindre au moins l'autosuffisance alimentaire au niveau local, qui ont donné l'enveloppe au président de la République en termes de soutien à la candidature du chef de l'État. Le chef de l'État a reçu. C'est là où le caractère politique et la pré-campagne apparaît dans le déplacement du président de la République dans la Bouenza. Alors, quand ils le font, on sait qu'il y a eu le fonds de soutien à l'agriculture dans ce pays. On a vu les résultats. Rien. Il y a eu les villages agricoles. On a vu les résultats. Rien. Moi-même, j'ai été prestataire du fonds d'Afrique, dans le cadre du PEDAC. Rien. Alors, je pense que la politique agricole du chef de l'État est bien menée pour arranger leur situation, l'amélioration de leurs conditions de vie sociale. Vous voyez que ça paraît quand même ubuesque. Et là, ça rejoint un peu ce que disait le compatriote tout à l'heure. Bon, les offres politiques, c'est ce que vous avez dit, les offres politiques. Nous attendons. Qu'est-ce que l'autre gouvernant viendra nous présenter 5 ans après qu'on a fait, on a étalé les promesses. On sait qu'on n'a pas l'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a rien dans les villages, c'est dans la précarité. Et puis, il y a des timoniers et des patriarches qui nous présentent le président comme leur produit politique en 2026, mais avant qu'ils nous disent ce qu'ils ont fait avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les promesses de 2021 à 2026, 2025-2026, qu'est-ce qu'ils nous ont offert? À partir de ce moment-là, on verra ce qui va arriver en 2026. Mais tout ça, c'est du folklore. Hein. Comme on sait, il y aura une compétition sans compétition, et puis voilà. Vous croyez? Oui, mon cher ami Romik, je crois que... Appel à candidature. Oui, mais c'est ce qui nous met en difficulté. Ce qui nous met en difficulté. Et ce qui devait mettre en difficulté tous les intellectuels, tous les compatriotes qui comprennent ce que c'est que la politique. Et vous savez que ce que nous suivons là, c'est que les gens, même les compatriotes, ne connaissent pas que nous sommes en démocratie. Que nous sommes en démocratie. Ça ne serait pas une bonne partie d'une population qui va dire un tel présente-toi, nous on te soutient. Non. mais attends, ça c'est quoi? C'est un non-sens. Mais le pouvoir, nous sommes dans une république. La république est gérée par les lois et la candidature est personnelle, où il est présenté par son parti politique. Vous voyez, c'est le parti qui choisit son candidat. Mais quand on manipule la population pour dire, bon, donnez l'argent, lui c'est notre candidat, en ce moment-là, nous sommes en train de marcher contre la République. Et nous sommes là, c'est pourquoi moi j'ai dit, le pouvoir a été traditionnalisé. Mais ce n'est pas le fils d'un roi de Mbaya comme chez moi qui est mort. Vous ne connaissez pas le roi de Mbaya qui meurt, et on dit que maintenant pour le remplacer, il faut seulement que ça soit l'héritier, ça doit être seulement celui qui est de sa lignée, c'est lui qui doit le remplacer. Mais nous sommes dans une république, n'importe qui peut, même dans le parti politique, même le parti du président, quelqu'un peut se dire, moi je veux être candidat. Bon, quand on fait comme ça, au niveau du PCT, qui va lever le doigt pour dire moi je suis? D'ailleurs, on a déjà manipulé toute la politique pour dire notre candidat c'est inter. Ça ne marche pas. Et en ce moment, on tue la République. Quand on parle là, c'est ça. Pour dire, on ne peut pas s'infantiliser, on ne peut pas s'abêtir vis-à-vis. Nous sommes sur le satellite. Les débats qui se passent là, les autres voient et rient. Parce qu'on ne voit. Mais ce genre de débat-là, on ne peut pas voir ce genre de pratique-là ailleurs. Alors. Mais si c'est les membres du parti qu'on travaille qui s'arrêtent pour dire nous, notre candidat c'est un tel, il n'y a pas de problème. Mais pas quand même la population. Le souverain primaire qui n'est pas, qui ne devrait pas. Hein, qui n'est pas tous membres, qui ne sont pas tous membres de ce parti. Comment ils peuvent dire ça?
alors que leurs conditions de vie ne sont pas améliorées. Et qui gère? C'est le président qui leur demande de revenir. Attends. Et puis alors, mon frère, est-ce que c'est vraiment la Bonza qui pouvait faire ça? Est-ce que c'est la Bonza? Est-ce que c'est la vrai? Bonza, c'est le Congo, quand même. Attends, ça fait combien de temps qu'eux, ils ont voulu chasser la compatriote Minkolo parce qu'on n'a pas voulu que madame, comment tu l'appelles? Ouais, Monari a ravi ça Monari comme ça. Elle a ravi ça. On voulait la chasser, pourquoi? C'est pas parce qu'elle était au PCT. Ouais, le bilan. Bon, cette Bonza-là, et voilà, cette Bonza-là dit au président, c'est toi notre candidat. Mais ça fait combien de temps qu'ils nous ont démontré qu'eux étaient pour leur Munari, parce que Munari n'est pas au PCT et à l'opposition. Attends, c'est une mise en scène qui est de mauvais goût. Et ça, le président accepte. Voilà. Le président ne peut pas accepter des choses comme ça. Et moi, je trouve que ce n'est pas beau. Merci beaucoup. Mais voilà, c'est pas beau. Merci beaucoup. En tout cas, vous allez nous excuser. C'est un débat aussi sérieux. On n'a pas pu aborder toutes les questions parce qu'on est là en pleine réflexion politique. C'est vraiment de la réflexion politique. Question de faire mirer aux Congolais ce que recommande la démocratie. Ici, légalement, la démocratie choisie par nous-mêmes. Voilà. Une population, c'est un sujet qu'on nous pose. Une population, souverain primaire, qui cède ses suffrages à celui qui doit commander, qui doit pronommer aux destinées. Doit-il choisir un candidat? C'est pas dans les urnes. Doit-il choisir des candidats? Alors, lorsque la population choisira X, on va là-bas, c'est le chef de l'État. Là-bas, c'est Constant Barapéa. Là-bas, c'est Dave Mafoula. On va arriver à quoi? C'est là tout le problème. Alors que les règles existent. Alors, le font-ils franchement d'une manière saine? On ne sait pas. Ça nous permettra de porter un regard. Et nous avons raté d'examiner la vitalité des partis politiques, effectivement. Lorsqu'on va aux élections, s'il faut regarder la vitalité des partis politiques. En tout cas, prochainement, nous allons revenir pour continuer ce débat, parce que nous avons le devoir d'assainir la voie aux politiques et à la République pour aller à une bonne élection. En tout cas, je vous laisse dans votre soif. Merci d'avoir participé à ce débat brillant. Merci en tout cas d'avoir préparé ce débat et Conseil Barapéa et Benoît de Victor. Faites les suggestions, continuez à faire les suggestions. Nous souhaitons avoir des hommes politiques sur ce plateau pour qu'on en débatte. Et l'idéal, c'est d'ouvrir le Congo à un débat d'idées, à un débat politique, afin, que la presse ne soit plus stigmatisée parce que les gens fuient le plateau. Deuxièmement, qu'on n'attende pas ce que les éminents débatteurs, intellectuels, connaissent des sciences et ces sciences. Quand ils l'ont dit, curieusement, les gens reviennent pour dire pourquoi il a dit ça. C'est sur le plateau. Et vous avez le droit à la réponse. Vous avez vraiment le droit à la réponse. Au revoir chez vous donc, à la prochaine fois. Merci.